directement par ici et on effectue l'action de manière automatique, soit on passe par les régions préfrontales et à ce moment on a un traitement conscient et on a une sélection en fait de l'information pour pouvoir effectuer une action et envoyer de l'information vers le cortex moteur. Donc vous avez vraiment deux voies, une voie comme ça directe et une voie plus comme ça et qui repart ici et qui arrive au cortex moteur et qui permet de faire une action. Et donc c'est cette voie seulement qui corrèle avec un traitement conscient, tandis que cette voie est une voie directe. Et donc une voie directe, ça veut dire qu'en fait c'est juste la résultante généralement d'apprentissage ou de prérequis innés en fait, qui font que certains objets en fait, vont nous pousser de manière inconsciente en fait, à effectuer certaines actions. Est-ce qu'il y a une intervention? Oui. À partir de quel âge l'enfant a toutes ses capacités? Il faut attendre que toutes les connexions, il y a une naissance, il y a une prolifération de connexions? Il y a un seuil? Comment ça se passe? Très bonne question. En fait, c'est une question qui n'est pas du tout élucidée. Et pour la conscience perceptive, on pense que c'est vers l'âge de... Je suis justement en train moi-même de travailler sur cette question avec certains collègues. Et on pense que c'est vers l'âge de 12 mois, en fait, vers la fin de la première année, qu'on commence à avoir ce qu'on peut appeler de la conscience d'accès. Le problème, c'est de savoir ce qui se passe avant. Mais donc, à partir de 12 mois, en fait, il commence à manipuler de l'information visuelle de la même manière quasiment qu'un adulte pour la manipuler. C'est-à-dire qu'ils arrivent à utiliser leur mémoire à court terme pour stocker l'information. Par contre, donc ce qui se passe avant, c'est qu'en fait, ils arrivent à être stimulés. Donc si on représente un visage, par exemple, donc avant 1 an, donc ils vont regarder du côté du visage. Mais alors toute la question, c'est de savoir finalement, est-ce qu'ils font pas ça un peu comme des... Je vais peut-être me faire engueuler, mais je vais dire comme des petits zombies, parce que en fait finalement, ils sont là en train juste de répondre à des stimulations et il n'y a aucune preuve qu'ils aient un ressenti conscient. Ou alors finalement, est-ce qu'au contraire, ils n'ont pas un ressenti phénoménal, un ressenti subjectif qui est très fort, mais tout simplement qu'ils ne peuvent pas verbaliser? Et ça, c'est la grande question. Et donc, justement, on est en train d'étudier cette question en ce moment, depuis 2 ans. En fait, avec l'approche suivante, c'est qu'en fait, on regarde les corrélations neuronales qu'on obtient chez les adultes, lorsqu'ils perçoivent des visages, par exemple, et donc lorsqu'ils perçoivent consciemment versus lorsqu'ils ne perçoivent pas. Et on essaie de voir si on obtient la même chose chez le bébé. Donc, on étudie le cerveau du bébé en utilisant des méthodes non invasives, donc l'électroencéphalographie de haute densité qui ne fait que recevoir le signal, qui n'émet rien. Et donc on est en train de regarder en fait les cartographies cérébrales en fait, qu'on obtient qui sont liées à la visibilité. Mais même comme ça, on n'arrivera jamais à démontrer complètement que le bébé est vraiment conscient, même si on trouve qu'il a des régions préfrontales qui sont activées et tout ça, parce que tout simplement, en fait, on ne peut pas savoir si ces régions préfrontales, finalement, elles-mêmes, ne sont pas mises en place de manière inconsciente. Ça, on ne pourra jamais le démontrer directement. Donc encore une fois, on ne fait que de la corrélation, mais on espère que ça va nous permettre de mieux comprendre le problème. Et juste pour finir sur votre question, donc au niveau structurel, je viens de m'en souvenir, donc au niveau structurel, il y a vraiment quelque chose qui se passe vers l'âge autour de 12 mois, c'est qu'en fait, il commence à y avoir une explosion des connexions synaptiques dans le cortex préfrontal, et ça justement, c'est lié, donc il y a vraiment un phénomène de maturité énorme du cortex préfrontal vers la fin de la première année. Et c'est grâce à la maturation de ce cortex préfrontal qu'il pourrait commencer à utiliser les mécanismes qui servent à la conscience, ou au moins la conscience d'accès telle que nous on la voit. Voilà. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ont une certaine forme de conscience avant ça. Et malheureusement, c'est assez difficile de déterminer ça parce qu'on ne peut pas leur demander, tout simplement. Le rapport conscience-compréhension. N'importe qui peut lire du chinois, même ne connaissant pas le chinois, mais ça ira jusqu'à la région occipitale. C'est bien ça. Ouais. Et s'il connaît le chinois, alors ça va aller dans toutes les directions. Oui, bien sûr. Absolument. Ça, c'est l'idée. Enfin, ça peut aller dans plus de directions, mais c'est clair que ça va aider si ça active les régions du sens. Mais est-ce que finalement, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas... Enfin, le lien entre sens et conscience n'est pas forcément évident, parce qu'en fait, on peut, encore une fois, vous le verrez la semaine prochaine, on peut vous présenter un mot qui peut avoir un contenu émotionnel très fort, ou qui peut avoir une signification donnée, et on peut voir qu'en fait, ces mots activent la signification dans le cerveau. Donc les régions qui sont liées à la signification. Donc finalement,
il est possible que cette distinction ne soit pas une distinction qualitative. C'est pas juste que finalement les mots qu'on connaît, enfin les mots inconscients activent que l'arrière et puis les mots conscients activent plus. Il y en a certains qui pensent qu'en fait c'est juste quantitatif, c'est-à-dire qu'ils activent beaucoup moins, donc il n'y a pas assez de force pour qu'ils se propagent vers les régions antérieures, et il n'y a pas assez de force pour les mots inconscients, par exemple, pour qu'ils se propagent vers les aires qui sont liées au sens. C'est pour ça qu'on a généralement des effets malheureusement très faibles, des effets de sens, de signification, d'extraction de la signification de manière inconsciente qui sont généralement assez faibles. Mais encore une fois, nous on travaille sur le système visuel. Il peut que ce soit différent pour des types de conscience beaucoup plus élaborés si ça existe. Une intervention sur votre droite. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si on peut élargir la notion de la conscience en dehors du système nerveux central. Par exemple, est-ce qu'on peut parler de conscience de plante d'une part, d'autre part la conscience de quelqu'un qui est dans le coma profond. Alors, concernant la conscience de plante, je prends l'exemple de feuilles de tabac, de la plante de tabac. Quand elle se fait attaquer par une chenille, elle va envoyer des odeurs qui vont attirer une guêpe, et la guêpe va venir donc tuer la chenille, et comme ça la plante de tabac va survivre. Bon, est-ce qu'on peut parler d'une conscience dans le cas des plantes et dans le cas de quelqu'un qui est dans le coma? Merci. Alors, dans le cas de quelqu'un qui est dans le coma, je pense que non. Mais vous verrez avec Steven Lorez, encore une fois, dans quelques semaines, le 19 mai, qu'il y a en fait certains états de conscience qui ne sont pas des états tels que nous les connaissons, il y a des états de conscience végétative ou des états végétatifs ou des états de conscience minimale dans lesquels vraiment il y a un traitement conscient qui est effectué, qu'on arrive à bien mesurer maintenant avec l'imagerie cérébrale. Maintenant, en ce qui concerne la plante, donc, en fait, c'est pas une position totalement absurde, parce que en fait, il y a de nombreux philosophes qui ont mis au défi ceux qui essaient de modéliser la conscience, de démontrer finalement qu'un grille-pain n'est pas conscient. Alors carrément, là, on passe de la plante au grille-pain, parce que l'idée ici, c'est que le grille-pain, finalement, en fait, même si c'est minimaliste, en fait, le grille-pain lui-même transmet de l'information. Il a un thermostat. Le thermostat, en fait, lui-même va envoyer de l'information à une sorte de petit dispositif, en fait, qui va déterminer si ça dépasse un seuil ou pas. Donc, il y a de la récurrence entre certains éléments du thermostat. Et ça, comme il y a de l'échange de l'information, on pourrait penser que finalement, tout ce qui est nécessaire à l'émergence de la conscience, c'est tout simplement d'échanger de l'information. Donc c'est une position philosophique qu'on appelle le panpsychisme, et c'est une position extrêmement spéculative, bien sûr, parce que finalement, ça revient à dire à la fin que pratiquement tout est conscient à partir du moment où ça a un effet sur le monde qui va lui-même, en fait, transmettre de l'information d'une manière ou d'une autre. Donc pour la plante, j'irai pas jusqu'à dire non, parce que potentiellement, pourquoi pas, mais encore une fois, nous, vous avez parlé tout à l'heure d'étendre le champ de la conscience, enfin étendre nous on essaie de faire exactement l'inverse, on essaie de restreindre pour pouvoir justement, alors peut-être je suis d'accord, hein, c'est tout à fait critiquable, mais on essaie de restreindre parce qu'on essaie d'avoir un objet d'étude qu'on puisse plus ou moins définir, plus ou moins cadrer, et on a plutôt l'approche qui consiste à dire, tiens, on va cadrer, puis après on modifiera en fonction de ce qu'on obtient. Mais démarrer avec quelque chose d'aussi complexe que la conscience, qui est quand même un des derniers mystères, un des plus grands mystères de la vie. Donc, si on veut vraiment avoir une approche rigoureuse et méthodologique, on va plutôt avoir tendance à rejeter ce genre de questionnement, ou plutôt, enfin pas les rejeter, les mettre de côté, on va dire, pour pouvoir se concentrer sur des choses beaucoup plus basiques. Encore une fois, je voudrais juste terminer sur votre intervention pour dire que finalement, moi personnellement et d'autres, on est totalement conscient que ce qu'on est en train d'étudier ici et ce que je vous ai présenté, c'est de la conscience visuelle. Donc c'est déjà une sous-partie de la conscience. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque je vois versus qu'est-ce qui se passe lorsque je ne vois pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on commençait à faire des expériences sur des études sur les expériences hors corps, où en fait on utilise des dispositifs assez complexes dans lesquels en fait on utilise des dispositifs vidéo dans lesquels en fait on vous renvoie une image de vous-même en 3D, et puis on essaie de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vous touche dans le dos, alors que finalement on ne vous touche pas dans le dos parce que vous voyez l'autre en train de se faire toucher dans le dos, mais qui peut-être est de vous-même. Donc on commence à faire ce genre de choses, mais encore une fois,
on essaie d'avoir vraiment une approche restreinte parce que sinon, on peut partir dans tous les sens. Et voilà. Mais je sais que ça